Tu as besoin de mettre de l'ordre dans ta vie, et cela commence par une décision. Quand tout s'accumule, les tâches, les pensées, les sentiments, les attentes, survient cette sensation que la vie a échappé à ton contrôle. Ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas un échec. C'est simplement le signe qu'il est temps de s'arrêter, de respirer et de retrouver la direction. Et c'est là que le stoïcisme entre en jeu. Mettre de l'ordre dans sa vie n'est pas seulement une question d'organisation extérieure. C'est avant tout un réalignement intérieur. C'est décider, consciemment et librement, d'assumer qui tu es et ce que tu es venu accomplir ici. Pour cela, tu n'as pas besoin de plus de pression, mais plutôt de stratégie, de fermeté d'esprit et de clarté sur ce qui compte réellement. Aujourd'hui, je vais partager avec toi une phrase qui peut transformer ta manière de penser, d'agir et de vivre. Pas de façon théorique, mais de manière pratique, réelle et profondément transformatrice. Et si c'est le tournant que tu attendais, écris dans les commentaires, aujourd'hui, je mets ma vie en ordre comme un stoïcien. Cette phrase n'est pas un simple commentaire. C'est une promesse faite à toi-même, le choix de quelqu'un qui en a assez du désordre et qui est prêt à reprendre le contrôle. Avant de commencer, je te demande simplement de mettre un « j'aime », de commenter, de partager et de t'abonner, afin que cette vidéo puisse atteindre plus de personnes qui recherchent, elles aussi, de la clarté. Commençons. Stratégie 1, choisis d'être libre, pas soumis. T'es-tu déjà rendu compte que certaines choses ont plus de contrôle sur toi que tu ne voudrais l'admettre? Peu importe ta discipline, il y a toujours quelque chose qui semble exercer un étrange pouvoir sur tes actions. C'est comme si tu conduisais ta propre voiture, mais que le volant insistait pour tourner d'un côté. Tu essaies de rester sur la route, mais en silence, quelque chose sabote ton chemin. C'est exactement ce que produit une addiction. Et il ne s'agit pas toujours d'une grande dépendance évidente. Parfois, ce n'est que ce réflexe automatique de prendre ton téléphone sans raison. Ou cette envie incontrôlable de manger un dessert après le déjeuner, même sans avoir faim. Ou encore cette habitude de boire un verre de vin chaque soir, jusqu'à ce qu'un jour, sans t'en rendre compte, tu réalises que tu ne peux plus passer une seule nuit sans lui. Le physicien Richard Feynman a vécu une expérience semblable. Un jour ordinaire, alors qu'il allait d'un cours à l'autre, il ressentit un désir incontrôlable de boire de l'alcool. Il n'était pas alcoolique, mais ce sentiment de perte de contrôle l'a effrayé. Il comprit que l'alcool exerçait sur lui plus de pouvoir qu'il n'était prêt à l'accepter, et il décida d'arrêter. L'ancien président américain Dwight Eisenhower connut une situation similaire. Fumeur compulsif, il avait l'habitude de consommer jusqu'à 4 paquets de cigarettes par jour. Après une crise cardiaque, son médecin lui dit qu'il devait arrêter immédiatement. Sa réponse fut ferme, « Je me suis donné l'ordre d'arrêter. » Et il le fit. Non pas parce qu'il avait soudainement développé une force de volonté extraordinaire, mais parce qu'il avait compris que la cigarette commandait à sa place. Il choisit alors de reprendre le pouvoir sur lui-même. Les stoïciens nous enseignent que le véritable pouvoir réside dans la capacité de dire « non ». Si tu ne peux pas résister à quelque chose, c'est que tu n'as pas le contrôle, c'est cette chose qui t'a enchaîné. Et le problème ne se limite pas aux addictions évidentes comme le tabac, l'alcool ou le jeu. Il se cache aussi dans ces petites habitudes quotidiennes qui, sans que nous en prenions conscience, nous volent du temps, de l'attention et de la liberté. Demande-toi, de quoi as-tu l'impression d'avoir besoin pour te sentir bien? Est-ce ton café du matin? Ton téléphone avant de dormir? Ce dessert après le dîner? Maintenant, imagine que tu puisses vivre sans en avoir besoin. Voilà la véritable liberté, savoir que tu pourrais le faire, mais que tu n'en ressens pas la nécessité. La solution n'est pas seulement de supprimer ces habitudes, mais de reprendre le contrôle. Commence par de petits pas, choisis un seul comportement que tu sens te dominer et mets-toi à l'épreuve pendant les 7 prochains jours. Si tu ne peux pas démarrer la journée sans café, réduis à une demi-tasse. Si ton téléphone est le problème, laisse-le dans une autre pièce quand tu dors. Si tu l'utilises trop dans la journée, active une alerte de 30 minutes sur Instagram ou Facebook. Ce n'est pas une punition, mais une stratégie pour retrouver ton autonomie. Les stoïciens croyaient que la véritable liberté naît de la maîtrise de soi. Comme l'a dit Épictète, aucun homme n'est libre s'il ne se maîtrise pas lui-même. Alors, que choisis-tu? Être libre? Ou rester prisonnier de tes propres désirs? La décision est entre tes mains, et le pouvoir aussi. Stratégie 2, transforme la stagnation en action. As-tu déjà eu cette sensation d'être entouré de trop de choses, mais en même temps de te sentir vide à l'intérieur?
Comme si tout autour de toi était lourd, confus, désordonné, et que cela te laissait sans énergie, sans concentration, sans direction. Pense à ton armoire, remplie de vêtements que tu n'utilises même plus. Chaque fois que tu ouvres la porte, tu ne vois que du désordre. Et ce désordre extérieur commence aussi à désorganiser ton esprit. Maintenant, imagine ouvrir cette même armoire et n'y voir que l'essentiel, des vêtements que tu aimes, qui te vont bien, qui ont du sens. Sens-tu la différence? La légèreté, la clarté, la paix? Le problème de l'accumulation ne réside pas seulement dans le manque d'espace. Il se trouve surtout dans le poids invisible qu'elle fait peser sur ton esprit. Une étude de l'Université de Californie l'a démontré, les environnements désordonnés augmentent les niveaux de cortisol, l'hormone du stress. Autrement dit, plus tu l'accumules, plus ton esprit se sent menacé, fatigué et surchargé. Épictète disait, un homme ne peut perdre que ce qu'il possède. Le véritable problème n'est donc pas de perdre quelque chose, mais de vivre dans la peur constante de perdre. Et cette peur naît de l'attachement, de l'illusion selon laquelle tu as besoin de toutes ces choses pour être quelqu'un, avoir de la valeur ou te sentir en sécurité. Mais réponds sincèrement, si demain tu perdais la moitié de tes possessions, ta vie deviendrait-elle vraiment plus difficile, ou aurais-tu simplement moins de désordre à gérer? Le minimalisme ne consiste pas à vivre avec le strict minimum. Il consiste à libérer de l'espace physique et mental, pour ce qui compte vraiment. Trop de choses encombrent ton esprit comme une lourde charge dans un sac à dos rempli de pierres. Oui, tu peux avancer, mais plus tu marches, plus tu te sens fatigué, ralenti et bloqué. Alors, pourquoi ne pas commencer dès maintenant? Prends un sac et passe par un tiroir ou une armoire. Demande-toi, ai-je vraiment besoin de ceci? Si la réponse est non, débarrasse-t'en sans culpabilité. Donne-le, vends-le ou jette-le. L'important est de t'alléger. Quand tu élimines l'excès, tu ouvres de l'espace pour la clarté mentale, la légèreté et la liberté. Rappelle-toi, tu n'es pas défini par ce que tu possèdes. Ta valeur réside dans ce que tu es, non dans ce que tu as. Libère-toi de ce qui est superficiel, et ressens la différence dans ton esprit comme dans ta vie. Stratégie 3, libère-toi de la douleur en apprenant à pardonner. Garder du ressentiment, c'est comme tenir un charbon ardent en espérant que ce soit l'autre qui se brûle. Au début, tu crois que tu te protèges, que maintenir cette douleur vivante te donnera un sentiment de justice ou de force. Mais en réalité, celui qui se brûle, c'est toi, avec chaque souvenir amer, chaque pensée de vengeance. C'est comme si tu serrais ce charbon de toutes tes forces, plus tu le tiens, plus la douleur et les blessures s'aggravent, jusqu'à ce que tes mains soient si abîmées que tu ne puisses même plus les utiliser en paix. Pardonner ne veut pas dire que tu es d'accord avec ce qui s'est passé. Cela ne signifie pas que ce qu'on t'a fait était juste, ni que tu dois à nouveau vivre avec la personne qui t'a blessé. Cela signifie simplement que tu décides de ne plus porter ce poids. J'ai moi-même connu ce processus. J'aurais pu nourrir encore le ressentiment, mais quelque chose a changé en moi. Je me suis senti léger. Le poids que je portais s'est dissipé parce que j'ai fait ce qui était en mon pouvoir, assumer ma responsabilité dans la situation et accepter que je ne peux pas contrôler la réaction des autres, seulement mes propres choix. Garder du ressentiment, c'est comme boire du poison en espérant que l'autre en souffre. C'est empoisonner toi-même. Stratégie 4, protège ton esprit en filtrant ce que tu laisses entrer. Ton esprit est comme une maison. Si tu laisses la porte ouverte à tout le monde, tôt ou tard, quelqu'un viendra l'abîmer. Réfléchis, la dernière fois que tu as fait défiler ton fil d'actualité sur Facebook ou que tu t'es perdu dans une vidéo polémique, t'es-tu senti plus heureux, ou seulement plus anxieux? Combien de fois as-tu terminé de regarder les informations en te sentant non pas plus serein, mais plutôt plus indigné, irrité ou inquiet? Tu n'as pas besoin de te couper du monde, ni de couper toutes tes relations. Mais tu dois devenir sélectif. Si quelqu'un t'appelle seulement pour se plaindre et déverser ses problèmes, pourquoi continues-tu de répondre? Si un groupe de discussion n'est que critique et négativité, pourquoi y restes-tu? Si une page ne publie que des potins inutiles, pourquoi continues-tu à aimer et commenter? Commence à filtrer ce que tu laisses entrer dans ta vie. Si quelque chose t'épuise émotionnellement, ferme cette porte. Tu n'as pas besoin de te justifier. Si tu veux plus de clarté mentale, plus d'équilibre et plus de motivation, commence par filtrer ce que tu laisses entrer dans ton esprit. Mets-toi à l'épreuve pendant une semaine, coupe le son des profils négatifs sur les réseaux sociaux, quitte les groupes qui t'alourdissent, réduis le temps passé à consommer des nouvelles sensationnalistes.
Utilise ce temps pour faire quelque chose qui te nourrit, qui te fait du bien. La qualité de ta vie s'améliore lorsque tu contrôles ce que tu laisses entrer dans ton esprit et dans ton cœur. Parce que si tu laisses entrer des déchets, tu récolteras des déchets. Mais l'inverse est aussi vrai, si tu laisses entrer de bonnes influences, tu prendras de meilleures décisions. Et ça, c'est toi qui en as le contrôle. Stratégie 5, l'essentiel est déjà suffisant. Là dehors, le monde est rempli de choses à faire. Il y a des courriels auxquels répondre, des appels à rendre, des messages d'amis qui attendent encore une réponse, des tâches domestiques accumulées, des réseaux sociaux qui attirent ton attention en permanence. Et, au milieu de ce chaos, il y a encore tes rêves et tes objectifs qui attendent d'être accomplis. Mais, chaque jour, ils semblent de plus en plus lointains, parce que ton esprit est surchargé. La vérité, c'est que nous nous sentons ainsi depuis des siècles. À l'époque des stoïciens, les gens vivaient déjà occupés. Ce n'était pas à cause des notifications de téléphone portable ou des réunions virtuelles, mais à cause de responsabilités domestiques interminables, de multiples engagements sociaux et d'une pression constante pour survivre. Le problème n'a jamais été la quantité de tâches, mais le manque de clarté sur ce qui compte réellement. Marc Aurèle disait : si tu veux la tranquillité, demande-toi, est-ce essentiel ? La plupart des choses que nous faisons et disons ne sont pas essentielles. Et si tu parviens à éliminer ce qui ne l'est pas, ce qui compte vraiment devient plus clair et plus facile à gérer. Le premier pas pour mettre de l'ordre dans ta vie est d'éliminer l'excès. Pas seulement l'excès physique, mais aussi mental et émotionnel. Il ne s'agit pas seulement d'organiser ton espace, mais aussi d'alléger ton agenda et de clarifier tes priorités. As-tu réellement besoin d'accepter cette réunion qui pourrait être réglée par un simple courriel ? Dois-tu vraiment dire oui à cette invitation dont tu sais qu'elle va t'épuiser ? Apprendre à dire non est une forme de respect envers soi-même. Quand tu dis oui à tout, tu te dis non à toi-même, à ta paix et à ton énergie mentale. Mais quand tu refuses quelque chose d'inutile, tu dis oui à ton bien-être, à ta famille et à ta croissance personnelle. Sénèque nous rappelle que l'amour de la précipitation n'est pas de la productivité, mais simplement une agitation de l'esprit. Beaucoup de personnes passent leurs journées occupées, mais sans rien accomplir réellement. C'est comme courir sur un tapis de course, tu t'épuises, mais tu n'avances pas. La vraie question est, que construis-tu ? Que fais-tu réellement avec ce rythme effréné ? Si tu arrêtais de faire la moitié des choses que tu fais aujourd'hui, quelqu'un le remarquerait-il ? Le monde s'en apercevrait-il ? Et qu'est-ce que cela changerait dans ta vie ? Imagine une personne qui veut améliorer sa vie, gagner plus, mieux gérer ses finances. Elle travaille dur, fait des heures supplémentaires, essaie d'économiser. Mais chaque mois, elle finit par succomber à l'avalanche de promotions, de publicités, d'occasions spéciales. Elle commence l'année endettée parce qu'elle a acheté des cadeaux de Noël coûteux, organisé une fête onéreuse et, sous l'effet de l'impulsion, dépensé beaucoup plus que ce que son budget lui permettait. Et, en janvier, tombe l'assurance de la voiture, l'impôt foncier, les fournitures scolaires, l'augmentation du plan de santé, la cotisation de la copropriété. Le salaire est déjà englouti avant même que le mois ne se termine. Alors, que se passe-t-il ? As-tu vraiment besoin de changer de voiture maintenant, ou est-ce seulement une impulsion causée par la pression sociale ? Quand tu commences à dire non au superficiel, l'essentiel apparaît. Arrêter de dépenser dans l'inutile peut signifier avoir de l'argent pour investir, créer un fonds d'urgence, ou enfin suivre ce cours qui pourrait transformer ta carrière. Tu as besoin de limites. Dire non n'est pas être impoli, c'est être nécessaire. Tu n'as pas besoin de donner une excuse compliquée pour refuser une invitation ou une demande. Un simple « non, merci » suffit. Et sais-tu ce qui arrive quand tu commences à dire non plus souvent ? Tu reprends le contrôle de ta vie. Tu peux penser plus clairement, tes priorités deviennent visibles, et tu gagnes plus de temps pour ce qui compte vraiment. Tu n'as qu'une seule vie. Ne la gaspille pas dans des choses qui ne font pas bouger l'aiguille. Commence dès aujourd'hui à dire non à ce qui t'épuise, et oui à ce qui fait vraiment la différence. Stratégie 6, commence à nettoyer la poussière mentale. As-tu déjà remarqué comme la journée semble te laisser plus chargé ? Le matin, tu te réveilles bien, tu te sens léger. Mais le soir, c'est comme si tu portais le poids de 1000 choses sur tes épaules, le stress du travail, une dispute sortie de nulle part, ce commentaire agaçant sur les réseaux sociaux. Tout cela s'accumule comme une couche de poussière sur toi. La vie est ainsi. Tu te réveilles propre, mais tu termines la journée couvert d'émotions. De la même manière que le sol de ta maison doit être balayé chaque jour,
ton esprit a aussi besoin d'un processus de nettoyage. Les stoïciens le savaient très bien. Marc Aurèle disait qu'il était essentiel de laver la poussière de la vie terrestre, et il ne parlait pas de prendre une douche. Il faisait référence à des pratiques qui purifient ton esprit et tes émotions. Pense Y, as-tu déjà fait une promenade après une journée stressante et ressenti un soulagement? As-tu déjà éteint ton téléphone pendant 1 heure, resté en silence, et soudain senti ton esprit plus clair? Ces petits rituels sont des façons de laver la poussière émotionnelle que le monde projette sur toi. Les stoïciens pratiquaient cela de différentes manières. Socrate aimait jouer de la musique et se divertir pour détendre son esprit. Sénèque, lui, considérait que les moments de loisir, comme un repas tranquille ou un dialogue profond, étaient essentiels pour restaurer l'équilibre émotionnel. Aujourd'hui, l'équivalent peut être une séance d'entraînement, une marche en plein air, une prière avant de dormir, ou une conversation sincère avec un ami. Ces petites pauses t'aident à redémarrer ton esprit et à retrouver ton équilibre. L'erreur, c'est de croire que ce nettoyage ne peut se faire que lors de moments spéciaux, en vacances, en méditant dans les montagnes comme les moines, ou dans des lieux paradisiaques. Non. Ce nettoyage doit être quotidien, dans ta propre maison, car le monde ne cesse de t'envoyer de la poussière. Alors, qu'est-ce qui nettoie ton esprit? Cela peut être le silence du matin en buvant ton café, ton entraînement au gymnase, une prière, ou même cette douche chaude après une journée difficile. L'important est de créer un système simple, que tu peux maintenir, et qui t'apporte ce nettoyage émotionnel. Tu n'as pas le contrôle sur ce que le monde va t'envoyer, mais tu as le contrôle sur la manière dont tu enlèves cette poussière. Commence dès aujourd'hui. Choisis une pratique qui aide à purifier ton esprit et transforme-la en habitude. Car, sans ce nettoyage quotidien, même l'esprit le plus fort finit par être surchargé. Et un esprit surchargé, tôt ou tard, finit par se briser. Stratégie 7. La paix habite dans la simplicité. As-tu déjà remarqué à quel point ton esprit se sent plus léger après une douche chaude ou une promenade en plein air? C'est comme si la fatigue de la journée s'écoulait avec l'eau. Cette sensation de propreté n'est pas seulement physique, elle est aussi mentale. Quand tu t'autorises à te déconnecter du monde agité et à te reconnecter à quelque chose de simple, le son du vent, l'odeur de la pluie, tu te sens renouvelé. Trop souvent, nous restons piégés dans des routines qui nous étouffent, du lit au téléphone, du téléphone au travail, du travail aux embouteillages, puis retour au lit. Voilà la vie moderne, une succession d'espaces fermés et bruyants qui laissent toujours l'impression qu'il manque quelque chose. Et en effet, il manque quelque chose. Si tu passes tes journées entourées d'écrans, de notifications et de tâches, ton esprit sature. C'est comme essayer de respirer dans un lieu sans air. Mais quelque chose de magique se produit quand tu acceptes de sortir de ce cycle. Marcher sans hâte, sentir le soleil sur ta peau, et écouter les arbres se balancer avec le vent. Ce contact avec la nature purifie ton esprit d'une façon qu'aucune méditation guidée ne parvient à égaler. Je me souviens d'un après-midi où j'ai décidé de marcher sans but. Au début, cela semblait juste être une tentative d'échapper à la routine, mais après quelques minutes, j'ai commencé à remarquer des détails que j'ignorais habituellement, le chant des oiseaux, l'odeur de l'herbe fraîchement coupée, la caresse rafraîchissante du vent sur mon visage. Quand je suis rentré chez moi, je me sentais différent, plus léger, plus centré, comme si mon esprit s'était réorganisé intérieurement. La nature a ce pouvoir. Il ne s'agit pas seulement de sortir de chez soi, mais de se reconnecter à l'essentiel. Les stoïciens parlaient de l'importance de vivre en harmonie avec la nature, parce que cela nous rappelle ce qui compte vraiment. Tes soucis, tes problèmes, même cette conversation que tu évites depuis des semaines, paraissent plus petits quand tu es en contact avec quelque chose de plus grand que toi. Si tu sens que ton esprit est trop encombré, commence par la simplicité. Laisse ton téléphone à la maison et va marcher. Prends un instant pour observer le ciel, écouter les sons de la rue ou sentir le parfum d'un arbre après la pluie. Tu n'as pas besoin d'une forêt ni d'une plage paradisiaque pour te sentir bien. Il suffit de t'ouvrir à ce qui t'entoure. La beauté réside dans les choses simples, l'odeur d'un café fraîchement préparé, le bruit constant de la pluie, le son des pas sur le trottoir. Quand tu prends le temps de remarquer cela, ton esprit ralentit. Et c'est dans cet état de calme que naît la clarté. Comme le disait Sénèque, la vie est suffisamment longue si tu sais comment la vivre. Et bien vivre commence par de petits moments de présence. Alors offre-toi cela, sors, respire et permets-toi de sentir le monde. Tu reviendras avec l'esprit plus clair, plus léger, et avec une nouvelle perspective sur ce qui compte vraiment. Stratégie 8.
La façon dont tu utilises ton temps définit ta vie. Si tu as l'impression que les jours passent trop vite, comme si tu courais sans avancer, peut-être que le problème n'est pas le manque de temps, mais la manière dont tu utilises le temps que tu as déjà. Demande-toi, où va mon temps? Si tu poses cette question avec honnêteté, les réponses risquent de te surprendre. Combien de temps passes-tu à résoudre des problèmes qui auraient pu être évités avec un peu plus d'organisation? Combien d'heures perds-tu à faire défiler Instagram ou à regarder des vidéos courtes? Imagine que ta vie soit comme un budget. Si tu ne contrôles pas où va ton argent, il disparaît rapidement. Il en va de même pour le temps. La différence, c'est que le temps est une ressource non renouvelable. Ce que tu gaspilles aujourd'hui ne reviendra pas demain. Le philosophe Sénèque disait, ce n'est pas que nous manquions de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. Et il avait raison. Souvent, le problème n'est pas l'absence de temps, mais l'excès de distraction et de décisions inconscientes qui dévorent nos heures sans que nous nous en rendions compte. Par exemple, t'es-tu déjà aperçu que tu prends ton téléphone seulement pour vérifier un message, et soudain, 40 minutes se sont écoulées? Ou qu'une course rapide au supermarché se transforme en une sortie d'1 heure parce que tu t'es laissé distraire? Ces petites fuites de temps semblent inoffensives sur le moment, mais additionnées, elles creusent un immense trou dans ta productivité et dans ta vie. La solution est simple mais puissante, fais un audit de ton temps. Consacre une journée à observer exactement où passent tes heures. Note tout, le temps passé sur les réseaux sociaux, le temps à répondre aux messages, ou à regarder des séries. Une fois écrit sur papier, le gaspillage devient évident. Un autre outil efficace est le test de valeur. Chaque fois que tu fais quelque chose, demande-toi, si je savais qu'il ne me restait qu'un mois à vivre, consacrerais-je du temps à cela? Si la réponse est non, peut-être est-il temps de supprimer cette activité ou de réduire le temps que tu lui accordes. Le problème, c'est que nous nous sommes habitués à gaspiller notre temps parce que nous nous sentons occupés. Mais être occupé donne seulement l'illusion d'avancer. Être occupé n'est pas être productif. Être occupé tout le temps, c'est comme courir sur un tapis roulant, tu fournis des efforts, mais tu ne vas nulle part. Si tu veux reprendre le contrôle de ton temps, essaie ceci. Réserve chaque jour 15 minutes pour analyser comment tu as utilisé ton temps. Supprime ou réduis les activités qui n'apportent pas de valeur à ta vie. Crée des blocs de temps spécifiques pour les tâches importantes. Par exemple, je vais consacrer 40 minutes à organiser la maison et à plier le linge, ou je vais réserver 1h30 pour m'entraîner à la salle. Définir tes activités de cette manière empêche ton temps d'être volé par de petites distractions. Ton temps est le bien le plus précieux que tu possèdes. Si tu ne le protèges pas, le monde le remplira de choses inutiles sans même que tu t'en aperçoives. Nous avons tous les mêmes 24 heures. Le secret n'est pas d'avoir plus de temps, mais de mieux utiliser celui que tu as déjà. Souviens-toi des mots de Sénèque, ne vis pas comme si tu attendais que la vie commence. Stratégie 9. Ton progrès commence quand tu bouges. Peut-être as-tu commencé l'année remplie de projets et d'objectifs. Tu t'étais engagé à changer. Tu avais tracé des buts clairs. Tu ressentais cette motivation initiale. Mais ensuite, la vie est arrivée. Des problèmes sont apparus. Tu t'es fatigué. Tu t'es senti dépassé. Et soudain, tout a commencé à s'effondrer. Mais cela ne signifie pas que l'année est terminée. Nous ne faisons que commencer. Et tu es encore à temps de remettre de l'ordre dans ta vie. Comme l'enseignent les stoïciens, ce qui importe n'est pas ce qui s'est passé jusqu'à présent, mais la manière dont tu choisis de réagir à partir de maintenant. Marc Aurèle disait, tu as pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Reconnais-le et tu trouveras la force. Tu ne peux pas contrôler ce qui est déjà arrivé, mais tu peux contrôler ce que tu vas faire à partir d'aujourd'hui. C'est le moment de te relever, de secouer la poussière et de reprendre ton rythme. Ce qui compte, ce ne sont pas les 6 premiers mois de l'année, mais les décisions que tu prends maintenant. Remettre ta vie en ordre est possible, et cela commence par de petites actions quotidiennes qui rétablissent ton équilibre. Lorsque tu choisis de te lever tôt, de rester concentré, ou d'agir avec bienveillance même lorsque les choses ne vont pas bien, tu te renforces. La véritable transformation ne vient pas de grands gestes, mais de petites décisions répétées chaque jour. Les stoïciens n'attendaient pas que les conditions soient parfaites pour agir. Ils savaient que le bon moment, c'est maintenant. Si tu attends que la vie te pousse, rien ne changera. Sois toi-même l'élan qui met tout en mouvement. Se relever après une chute ou après une longue période sans résultat demande de la force, mais surtout une décision ferme.
Personne ne fera ce travail à ta place. Il faut du courage pour affronter l'inconfort, accepter que le chemin sera difficile et avancer malgré tout. La véritable force ne se trouve pas dans ce qui est facile, mais dans la persévérance. Décider de changer est inconfortable. Il est plus simple de rester où tu es, même si cela te fait souffrir, car le connu paraît plus sûr. Mais grandir exige du mouvement. Cela demande de quitter ta zone de stagnation et d'affronter l'inconfort de recommencer. Pense à une huître qui n'est pas blessée ne produit jamais de perles. C'est l'irritation, l'inconfort et le processus de guérison qui transforment un grain de sable en quelque chose de précieux. La vie fonctionne de la même manière. Ta force ne se forge pas dans l'absence de problèmes, mais dans la manière dont tu y réponds. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, mais le fait d'agir malgré elle. Quand tu as envie d'abandonner, c'est précisément dans ce moment que le stoïcisme prend tout son sens dans ta vie. Tu n'agis pas parce que c'est facile, mais parce que c'est nécessaire. Le défi de l'action est une invitation à découvrir à quel point tu es fort. La perle ne naît qu'après la douleur. Le moment est donc venu d'accepter ce défi et de construire la vie que toi seul peux créer. Merci d'être allé jusqu'ici. Si cette réflexion t'a aidé à voir les choses sous un autre angle, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Nous continuons ensemble, à réfléchir, à grandir et à bâtir notre force intérieure.